Donc moi, je vais essayer d'illustrer vraiment à partir d'une expérience clinique de mise en place de ces différents éléments dans le service de médecine physique et réadaptation sur Lyon. Je vais vous présenter rapidement le service et d'illustrer, vous verrez que tous les piliers n'ont pas été investis dans le service, mais on amorce un peu les choses sur notamment la formation, les espaces pluriprofessionnels ou la démarche projet. Ce qui est intéressant dans notre discipline, enfin dans ma discipline qui est la médecine physique et de réadaptation, c'est que de principe, de par son fonctionnement, son raisonnement clinique et sa mise en œuvre, il y a besoin d'être dans une approche qui est en même temps fonctionnelle et globale. Donc on est contraint, mais de la bonne manière, à appréhender le patient et son environnement dans sa globalité. En tenant compte à la fois bien sûr des déficiences qu'il va présenter, mais toujours avec le souci d'un raisonnement de la façon dont ça va limiter ses activités et, in fine, restreindre sa participation sociale au sens large. Et que notre objectif commun à tous les intervenants autour du patient et de son projet, c'est de prévenir dans l'idéal ou de réduire au minimum les limitations fonctionnelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychiques, économiques ou sociales. Donc on est vraiment dans cette prise en compte indispensable du contexte du patient et avec une pluriprofessionnalité et une pluridisciplinarité qui est inhérente à notre pratique. Juste pour que vous ayez une idée un petit peu du contexte dans lequel je travaille, donc je suis dans le pôle de rééducation et réadaptation fonctionnelle du CHU de Lyon. C'est un pôle qui regroupe finalement l'ensemble des services et des services de rééducation fonctionnelle très à orientation neurologique pour notre activité. Avec, vous voyez, un nombre assez conséquent de lits, puisqu'on a 4 unités de 25 lits d'hospitalisation conventionnelle, au sein desquelles on est en train de développer une activité nouvelle de SSR onco-hémato. On a 2 unités de 25 lits de semaine. On a une unité de 15 lits de post-réanimation qui est sur un autre site, mais qui fait partie vraiment merci Manuel, de notre fonctionnement. Et puis 25 places d'hôpital de jour. Donc ça fait un nombre conséquent de patients et donc aussi un nombre conséquent de professionnels, puisque à la louche, ça fait à peu près 280 personnels non médicaux, avec une majorité de soignants, on va dire, de proximité, infirmières ASD, et puis 80 rééducateurs et neuropsychologues. Et une dizaine de médecins seniors et une dizaine d'internes, avec des internes qui viennent principalement de ma discipline, la MPR, mais on accueille aussi des internes de rhumatologie, de neurologie, de médecine du travail, de gériatrie. Donc il y a déjà aussi une pluriprofessionnalité au sein de ceux qu'on forme. L'idée, c'est que je vous donne des petits exemples en fonction des différents piliers de ce qui se met en place. Alors, il y a des choses qui sont très inscrites, on va dire, dans l'histoire du fonctionnement de ces services de rééducation neurologique. Par exemple, les réunions hebdomadaires entre soignants, médecins et représentants des métiers de la rééducation autour des situations des patients, qui, dans le cadre de la rééducation neurologique, sont souvent des patients, on va dire, avec des histoires brusques et qui changent radicalement leur projet de vie, que ce soit les AVC, les lésions médulaires, les traumatismes crâniens, qui est la majorité de nos patients. Et donc avec des gens possiblement jeunes aussi, où il y a un vrai souci de réadaptation au sens large qui prend toute sa place. Et donc ça, c'est très formalisé, on va dire, dans l'histoire, dans l'ADN de notre discipline, d'avoir ces temps d'échange réguliers autour des situations des patients pour vraiment réfléchir aux objectifs, aux moyens mis en place, là où on en est, et du coup définir les suivants. Il y a des choses un peu rapides, ce qu'on appelle les mini-tours, où pour chaque patient, en quelques minutes, on fait vraiment l'état des lieux de où on en est des progrès fonctionnels, quelle avancée par rapport aux objectifs et surtout comment se transfère ce progrès-là qu'on peut observer dans la salle de kiné dans le service, par exemple, ou en ergothérapie ou en orthophonie. Et puis, donc ça, on essaye de faire l'ensemble des patients de l'unité en une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, vous voyez, c'est des temps très courts, c'est vraiment pour aller à l'essentiel. Mais il y a les soignants, le cadre, le médecin et un représentant de chaque métier de rééducation.
Et puis de façon formalisée, anticipée et préparée, il y a un point plus long sur 1 ou 2 situations par semaine qu'on appelle le temps de synthèse, où il y a une prise de parole successive de l'ensemble des professionnels qui s'occupent du patient pour vraiment faire le point d'un point de vue médical, d'un point de vue du soin, d'un point de vue de l'autonomie, des progrès fonctionnels. Le patient et sa famille sont rencontrés à l'issue de cette synthèse pour faire un retour de l'état des lieux et de la suite des semaines à venir. Donc ça, c'est des choses très formalisées, récurrentes, régulières. Dans la majorité des unités, notamment les unités conventionnelles et de semaine, il y a un point systématique, plus ou moins formel, généralement autour d'un petit café, convivial et sympathique, entre le médecin qui arrive et l'équipe soignante pour la relève. Mais de systématiser ce temps d'échange est vraiment important. Et puis bien sûr, quand il y a des événements indésirables, peut y avoir des retours d'expérience ou de façon plus formelle des revues de morbie ou mortalité, avec l'ensemble, pour le coup, des intervenants du PAM de rééducation, au-delà de l'équipe même qui a été impliquée dans la situation du patient. Autre exemple de mise en œuvre qui est un peu plus récent, ça on va dire de pluriprofessionnalité récurrente et régulière, c'est notre commission commune d'admission, puisqu'on reçoit des demandes des établissements d'aval, des services de MCO qui présentent les patients, et on doit, en fonction de critères, on va dire, de recevabilité, est-ce que ça correspond à ce qu'on est capable d'assurer, de proposer, et puis de faisabilité aussi, notamment en termes de lourdeur en soins, ce qui est un élément très important. Donc on a cette commission commune d'admission qui, jusqu'il y a 1 an, n'était qu'avec les médecins et avec la secrétaire des admissions, et donc l'ensemble des médecins du pôle, et on décidait de façon collégiale qui allait entrer la semaine suivante. Et depuis 1 an, on s'est dit, au fur et à mesure, on se disait, oui, mais en même temps, on voit bien que parfois, il y a des entrées, elles sont annulées, elles ne correspondent pas. Parfois, on se trompe, nous, dans l'évaluation du profil du patient en termes de charge en soins notamment. Pourquoi ne pas intégrer des cadres dans cette commission d'admission pour vraiment avoir le retour de terrain immédiat, ce qui nous permettait d'être plus juste dans la proposition des entrées et en tout cas leur organisation dans les semaines. Et l'autre intérêt qu'on y a vu et qui s'avère tout à fait juste, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience par les non-médecins de la difficulté finalement de ces discussions, de ces échanges, de ces choix, puisqu'on est bien obligé à faire des choix, et que ça se fait vraiment en collégialité et en transparence, et qu'il y a eu un gain vraiment sur la lisibilité de la façon dont on pouvait choisir les patients qui pouvaient rentrer dans nos services, d'autant plus qu'avec des lits fermés actuellement, et les possibilités sont vraiment restreintes, et qu'on est obligé de faire des choix et des priorisations qui ne sont pas toujours évidentes. Et puis l'autre temps partagé médecin-cadre, qui est vraiment quelque chose d'important, c'est une réunion hebdomadaire tous les vendredis pendant 3/4 d'heure, où il y a tous les médecins du PAM et tous les cadres des unités et les internes, et on présente les entrées de la semaine à venir, on présente le planning des synthèses, des familles qui vont être vues, qui est présent, qui est absent, que ce soit les médecins, les cadres, les internes, pour s'assurer de la continuité des soins et des services. Et puis c'est là aussi on peut parler de problématiques aiguës, notamment pour ceux qui vont être d'astreinte, de savoir s'il y a des problèmes médicaux, de comportement, de personnel, que vraiment il y ait cette information partagée pour qu'on soit plus efficace. Et ça fonctionne aussi très très bien. Sur un autre pilier de formation interne, il y a des mutualisations, on va dire, de compétences qui sont assez intéressantes. Historiquement, c'était plutôt les médecins qui faisaient les cours aux rééducateurs. Et bien, ça change, puisque notamment auprès des internes et des externes, il y a une formalisation de cours par les rééducateurs, notamment les kinésithérapeutes. Et on a la chance d'avoir en plus un kinésithérapeute universitaire, donc il y a en plus cette valence-là. Mais il n'y a pas que lui, et il y a vraiment un partage de compétences et une interprofessionnalité dès qu'ils sont petits, en quelque sorte, pour vraiment les habituer à cette réciprocité d'apprentissage en fonction des compétences de chacun.
Et puis, à l'occasion de l'ouverture récente de quelques lits d'oncohématologie dans un de nos services de rééducation neurologique, faute d'avoir pu l'ouvrir pleinement parce qu'il n'y avait pas le recrutement infirmier adéquat, on a mis en place aussi pour... face finalement à des situations médicales nouvelles, notamment pour les personnels soignants, infirmières, ASD, mais aussi internes et externes, des cours qui sont délivrés par les hématologues qui interviennent sur ces lits-là régulièrement, de façon hebdomadaire, des cours simples sur c'est quoi la leucémie, c'est quoi l'allogreffe, c'est quoi la GVH, puisqu'ensuite c'est des choses auxquelles ils sont confrontés au quotidien et elles sont très, enfin, il y a eu une vraie habitude très vite prise de ces petits rendez-vous hebdomadaires avec des vraies déceptions quand c'était annulé, ce qui est toujours un bon signe que c'était attendu. Et puis le dernier exemple, c'est finalement sur une échelle de temps un peu plus longue et peut-être de façon un peu plus ponctuelle, comment élaborer avec l'ensemble des intervenants des programmes de rééducation destinés à des profils spécifiques de patients. Alors là, je vous ai fait un peu une liste à l'après-vert, mais c'est pour vous dire que c'est des choses il y en a qui ont quelques années. Il y a des programmes qui ont commencé la semaine dernière. À chaque fois, le point commun de ces programmes, c'était de partir d'une situation clinique ou d'un besoin patient qu'on avait identifié, auquel on avait l'impression de ne pas bien répondre comme ça de façon individuelle et spontanée. Et donc, on s'est mis autour de la table, les médecins, les rééducateurs, les cadres, les soignants, et on s'est dit comment on peut proposer une offre de soins et de rééducation qui correspondent aux patients qui viennent juste après AVC, 5 jours après, où on veut faire de l'intensif, aux malades de Parkinson qui sont vus en consultation et auxquels on veut proposer un programme sur 5 semaines, aux patients trauma-crâniens qu'on suit en consultation et pour lesquels il y a des troubles du comportement qui restent extrêmement présents, aux patientes après cancer du sein qui sollicitent un endroit pour pouvoir être accompagnées sur le reconditionnement physique et psychocorporel, la remédiation cognitive des troubles cognitifs légers, et puis plus récemment les Covid longs qui sont aussi très désemparés dans leur manière d'appréhender les choses. Et à chaque fois, ça a vraiment été une co-construction partant des besoins patients qu'on avait tous pu appréhender par nos pratiques cliniques individuelles et qui a réussi à faire émerger finalement des besoins qu'on s'est répartis ensuite entre compétences et avec des choses très écrites, très élaborées qui ne demandent qu'à être partagées et reproduites pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des patients. Et puis l'activité d'oncohématologie aussi, qui était vraiment une nouvelle activité sur laquelle on travaille depuis quelques années, même si la mise en œuvre est un peu retardée, qui nous a aussi conduit à réfléchir à des programmes spécifiques pour ces patients, où clairement on ne pouvait pas proposer le même type de prise en charge qu'un post-AVC, que ça soit sur l'intensité, la durée ou le type de sollicitation, et qu'il a fallu aussi là se creuser ensemble la tête pour arriver à ces propositions de modalités. Donc on voit bien que de façon assez implicite jusqu'à présent, ces exemples de démarches participatives se sont finalement assez bien intégrés dans des pratiques habituelles, récurrentes ou ponctuelles, parce que l'environnement s'y prête, je pense, du fait du côté très pluriprofessionnel et multidisciplinaire, parce qu'on a le temps de le mettre en place, puisque c'est des gens qui restent de façon assez prolongée sur l'établissement, et que ce temps long et le fait qu'il y ait une vraie rupture dans le parcours de vie crée l'occasion de se poser et de réfléchir à de nouveaux outils, parce qu'on a besoin de co-construire ce projet avec le patient. Mais je pense qu'on a vraiment des progrès à faire, parce que pour l'instant, c'est vraiment utilisé de façon implicite. Et par exemple, je n'ai pour ma part jamais mis en avant cette démarche participative comme une plus-value, alors que je pense qu'on pourrait vraiment gagner à être beaucoup plus explicite, à valoriser déjà tout ce qui est fait en le mettant en valeur comme cet outil de QVT et de qualité des soins, ce qui est vraiment constaté, hein, mais il faut l'expliciter, et ça, on ne l'a pas encore fait.
Et puis, du coup, ça aiderait, je pense, à rendre beaucoup plus visible et beaucoup plus lisible ces initiatives. Je pense que c'est très valorisant aussi pour les équipes qui ont participé. Et ça permettrait de les pérenniser, de les améliorer et de continuer cette dynamique de construction, puisqu'on voit bien qu'on s'en rend compte. Mais finalement, cette visibilité-là, je ne l'ai eue qu'en faisant l'exercice du diaporama. Et je pense que je n'avais pas pris conscience jusqu'à présent que sur les quelques années où j'ai conduit ces différents projets, c'était ça qu'on mettait en place. Donc ça veut dire qu'on en fait aussi probablement, comme M. Jourdain, sans trop le savoir. Mais que du coup, ça vaut le coup de le mettre en avant et de le valoriser. Voilà pour mon retour. Merci.